Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite conférence sur les règles. Alors, déjà, je suis très contente de faire partie de ces 5 femmes qui interviennent dans le cadre de Love and Green sur les cycles menstruels, le cycle des femmes. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et moi je suis très contente d'avoir pu utiliser ces culottes menstruelles, surtout en post-partum parce qu'en fait on n'en parle pas mais on a aussi des saignements à ce moment-là. Bref, donc bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Angèle Ferremag, je suis chef de cuisine et naturopathe. J'ai créé il y a quelques années la Guinguette d'Angèle. Donc, la Guinguette, c'est des petits restaurants. J'écris des livres de cuisine. Je donne des cours aussi. Et, euh, et puis, et puis voilà. Donc, vous êtes là aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous. Et je vais vous parler un petit peu de mon expertise de naturopathe sur les solutions qu'on a pour gérer un peu ce moment de la vie qui peut être désagréable, que sont les règles. Donc en naturopathie, on parle évidemment de l'alimentation, c'est une de nos premières techniques. Il y a plusieurs techniques qu'on utilise, la relation au stress, etc. La naturopathie, en fait, c'est une façon de coacher les gens dans leur vie pour qu'ils aillent mieux avec des méthodes naturelles. Donc on est un peu des coachs de bien-être. Donc dans tous les petits problèmes de la vie ou les moments un peu où on va pouvoir aider par les plantes, par l'eau, la gestion psycho-émotionnelle, par tout plein de techniques comme ça, on va sauter sur l'occasion. Et les règles, c'est vraiment un moment un peu clé dans nos vies et sur lesquels on peut vraiment agir en tant que naturopathe. Voilà, donc pour la naturopathie, donc avant tout, je voulais vous parler des petites plantes qui peuvent nous aider, des herbes qui vont un peu pallier les méfaits. Et il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, on la trouve surtout séchée, c'est le framboisier. Alors le framboisier, je voulais en parler en premier parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la plante, l'herbe de la femme. Parce qu'en fait, elle va nous suivre tout au long de notre vie, dans nos cycles tout au long de notre vie. Donc d'abord quand on est adolescente, puis avec les règles pendant notre vie, si on décide d'avoir des enfants pendant notre grossesse, et même pendant l'allaitement, et quand on sort en périménopause ou qu'on aura la ménopause, ça va aussi nous aider. Donc en fait, le framboisier, c'est ce qu'on appelle ça va permettre d'être un tonus, ça va apporter du tonique à l'utérus grâce à une molécule qui s'appelle la fragrine. Et donc en fait, ce tonus, ça va permettre quand on a nos règles, d'éliminer sans tourner autour du pot. C'est-à-dire que l'utérus va se contracter quand il faut et ça va permettre d'éliminer le sang sans que ça dure trop longtemps, que ce soit trop douloureux, etc. Par rapport à l'accouchement, c'est très conseillé, attention, à partir du 3e trimestre de grossesse seulement, parce que ça va, pour les mêmes raisons en fait, ça va être un tonique de l'utérus. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça va tonifier l'utérus, mais relaxer les muscles autour. Donc en fait, ça va vraiment éviter les crampes douloureuses, mais ça va faire en sorte que l'utérus fasse son travail le mieux possible. Donc par exemple, pour une préparation à un accouchement qui soit plus rapide, un travail moins long, et pour éviter ce qu'on appelle le faux travail quand on accouche, c'est-à-dire ce long moment où en fait il ne se passe rien, mais on est quand même fatigué, le framboisier, c'est très intéressant. Ça va aussi aider après si on décide d'allaiter quand on a un bébé pour la montée de lait. Donc vraiment le framboisier, très intéressant. Pour la ménopause aussi, donc ça va permettre d'aider l'utérus, etc., à rester tonique. Donc c'est assez intéressant. Et en plus, le framboisier contient du fer. Et comme on perd du fer tous les mois en tant que femme, d'ailleurs en naturopathie, on ne voit pas du tout ça comme quelque chose de négatif, de perdre ce sang-là. On trouve qu'au contraire, c'est plutôt un avantage sur le genre masculin, parce qu'en fait, ça nous donne la chance, l'opportunité de nous nettoyer, de nous renouveler chaque mois.
en fait, ce sang va être renouvelé, donc on va avoir du sang tout neuf tous les mois. Youhou! On a trop de chance au lieu de se trimballer notre vieux sang à devoir gérer en interne comme les hommes. Nous, c'est beaucoup plus simple. Ça part, ça se nettoie, on refait, etc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je trouve ça assez intéressant de voir et d'envisager sa période de règles comme un moment de nettoyage. D'ailleurs, il y a des personnes qui gardent leur sang, qui le mettent dans leur potager ou qui honorent cette période des règles. Moi, je trouve ça assez intéressant surtout qu'on est un peu fatigué, qu'on a cette perte de sang, parfois des douleurs, etc. Je trouve que c'est l'occasion en fait de consommer, d'éviter de consommer de l'alcool, de faire une petite détox pendant ce moment. Parce que notre corps est en nettoyage, donc déjà ça va nous aider à moins souffrir, parce qu'on aura moins à éliminer. Et en plus, ça va être bien plus efficace dans une optique de nettoyage. Donc ensuite, la deuxième plante dont je voulais vous parler, c'est l'Achillée millefeuille. Donc on la trouve déjà on la trouve dans la nature. Alors là je ne sais pas si vous arrivez à voir la petite image, mais c'est un truc dans nos climats tempérés européens. On en voit partout quand on se promène en France. On la croise très très souvent. C'est une plante qui a une odeur très forte et on l'appelle l'Achillée millefeuille parce qu'elle a plein de petites feuilles autour, comme s'il y avait 1000 feuilles autour. Et on l'appelle Achillée parce que Achille aurait utilisé cette plante, la sommité fleurie, c'est pour les blessures, parce qu'en fait c'est une plante qui coupe le sang, qui coupe les saignements. D'ailleurs, si vous vous promenez dans la nature, que vous vous coupez ou que vous tombez, que vous avez des égratignures, que vous perdez du sang, vous frottez de l'Achillée millefeuille sur votre blessure et ça coupe le sang. Donc c'est pour ça qu'elle s'appellerait Achillée pour Achille et millefeuille parce qu'elle a toutes ces petites feuilles. Donc vous la reconnaîtrez, on la sent, on la voit un peu partout dans notre nature. Et comme le gâtillier et aussi l'alchimie, elle a des vertus très très intéressantes pour les femmes. Déjà, elle va soulager les douleurs. Donc pendant nos règles, c'est pas négligeable. Et en plus, elle va faciliter le flux et éviter les crampes. Donc on la prend. Alors toutes ces plantes-là dont je vous parle, on peut les prendre en infusion, en décoction. Donc vous savez, l'infusion, on met dans l'eau, on verse de l'eau chaude dessus, on laisse infuser et ensuite on boit. La décoction, on va mettre à petit bouillon, donc on va le mettre dans la casserole elle-même et laisser avec le bouillon infuser. Comme ça, on va extraire plus profondément. Donc on va laisser à peu près 5 minutes en décoction, donc dans de l'eau très très chaude. Mais on les trouve aussi en teinture mère, en gélule, en poudre. On les trouve de plein de façons différentes. Moi, je trouve que les infusions, c'est les plus simples et surtout, c'est les plus faciles à doser. Parce qu'il faut faire, comme vous savez, attention aux huiles essentielles, à certaines huiles essentielles, notamment quand on est enceinte, quand on a des problèmes de foie, etc. Les infusions, c'est beaucoup moins risqué, entre guillemets. On ne peut pas faire une surdose. À part dans certains cas comme la sauge dont je vous parlerai après. Donc voilà, l'avantage de ces fleurs-là, l'Achillée millefeuille, le gâtillier et l'alchimie, c'est qu'elles vont réguler le cycle, elles vont réguler les flux. Donc voilà, ça je trouve ça très chouette. Et aussi, il y a quelque chose qui se passe quand on a nos règles et qui peut être... Parce que en fait, quand on a des douleurs de règles, ça peut être lié à plein de choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir si on n'est pas censé vraiment souffrir au point de devoir s'arrêter de travailler quand on a nos règles. Si c'est le cas, c'est qu'on fait de l'endométriose ou qu'on a un problème. Ça peut être d'ailleurs un problème ostéopathique, un problème de placement, d'adhérence de l'utérus aux intestins, enfin à certaines parties. Donc, il faut qu'on arrête de croire que parce qu'on est des femmes, on est censé souffrir toute notre vie et que c'est comme ça, que c'est la vie. On n'est pas du tout censé souffrir de nos règles de façon intense toute notre vie. On doit sentir qu'il se passe quelque chose, bien sûr. Certaines le sentent plus ou moins. En revanche, souffrir, non. Donc, si vous avez de grosses douleurs, je vous conseille avant tout de consulter un médecin parce que c'est pas ces plantes-là qui vont aider à soigner le fond du problème. Et puis surtout, il faut le résoudre pour que ça s'arrête parce qu'on est censé naître et mourir dans le plaisir et sans souffrir tout au long de notre vie. Donc ça suffit, c'est le mythe que les femmes doivent avoir mal.
Donc oui, ce que je voulais vous dire par rapport à l'achillée, c'est qu'aussi ça protège le foie. Et le foie, en fait, pendant le foie, donc, vous savez, ça se trouve sur la partie droite, donc là peut-être que vous voyez plutôt la partie gauche que je montre, un peu sous les côtes. Et en fait, le foie va gérer, va nettoyer tout ce qu'on lui donne, le sang. En fait, ça va nettoyer le sang tout le temps, toute notre vie. Et donc, il s'occupe aussi évidemment des hormones. Et quand on a trop d'œstrogène, quand on a des excès d'œstrogène, le foie va moins bien faire son travail. Notre corps va contenir trop d'œstrogène et on va avoir des règles plus douloureuses et ça va être un moment désagréable. D'ailleurs, le foie, comme vous savez, c'est aussi lui qui gère les drogues, l'alcool, la cigarette, etc. Donc, en lendemain de cuite, c'est aussi intéressant de consommer de l'achillée millefeuille. Donc voilà, par rapport aux oestrogènes, l'achillée contient une molécule qui s'appelle la lutélol. Et en fait, c'est un antispasmodique. Donc voilà, ça c'est intéressant. Elle contient aussi des flavonoïdes. Donc ça, je vais souvent en parler, en fait, presque toutes ces plantes et ces herbes en contiennent. Et en fait, les flavonoïdes, qui sont des antioxydants, vont permettre de réguler les hormones aussi. Attention pour l'achillée millefeuille, pas enceinte, ni quand on allait. Ça, c'est important. Ensuite, la sauge. Alors la sauge, je l'adore. Je trouve que c'est une plante complètement miraculeuse. Là, j'en ai de la fraîche. J'en ai aussi... de la sécher, bref, vous pouvez la trouver dans les magasins. Alors, si vous avez évidemment un jardin, c'est idéal, mais même un balcon, même un pot de fleurs, la sauge, ça pousse super facilement et surtout, on peut l'utiliser fraîche toute l'année. On n'est même pas obligé de la faire sécher. C'est vraiment, c'est constant, on a toute l'année. Pour la sauge, donc déjà avant tout, attention, parce que la sauge, c'est utilisé depuis l'Antiquité. D'ailleurs, sauge, ça vient du mot salvia, qui veut dire qui soigne. Donc c'est utilisé depuis toujours. Il y a même un adage qui date du Moyen-Âge qui dit celui qui a la sauge dans son jardin, qui dit pourquoi aller chez le médecin si on a la sauge dans son jardin. Pour vous dire à quel point c'est vraiment une plante extraordinaire. Mais par contre, attention, elle est utilisée aussi depuis l'Antiquité, depuis plus de 4000 ans, comme étant une plante abortive. Donc attention, ne pas consommer de sauge scalée si on est enceinte en début de grossesse ou si on veut avoir des enfants. Ce sera, un petit peu, c'est rien, si vous prenez un foie de veau au beurre de sauge, ça va, mais si vous prenez 10 tasses par jour, attention, ça peut être dangereux. Donc la sauge, la raison pour laquelle elle a autant de vertus, et on en parle autant en tant dans ces périodes de la vie des femmes, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un œstrogène-like, ou alors un phytoœstrogène. En fait, l'idée, c'est que la composition moléculaire est semblable, presque semblable aux œstrogènes. Donc, elle va agir dans le corps comme des œstrogènes. Donc ça, c'est quand même assez dingue quand on y pense. Donc, ça a des points extrêmement positifs. Évidemment, pendant la ménopause, donc quand on va manquer d'œstrogènes, par exemple pour contrer les bouffées de chaleur, ce genre de choses, ça va être très très intéressante. Quand on voudra arrêter l'allaitement, on pourra consommer de la sauge, ça arrêtera la montée de lait. Pour déclencher l'accouchement, donc attention, comme je vous ai dit, surtout pas consommer de la sauge, surtout pas de la sauge scalée en début de grossesse. Mais par contre, à la toute fin, moi par exemple, le jour de la naissance de mon dernier bébé, qui a 1 mois, j'ai bu de la sauge toute la journée. Il est né pendant la nuit. Donc ça peut vraiment, bon, je sais pas si c'est, j'ai aussi fait plein d'autres choses, genre manger épicé et tout, mais couru, fait plein de trucs, mais ça peut vraiment aider. Donc voilà pour la sauge. Donc aussi une grande contre-indication pour la sauge parce que c'est un phytoœstrogène, qu'elle va agir comme des oestrogènes. Attention, quand on a eu un cancer hormonal, quand il y en a dans la famille ou quand on est en période de cancer hormonal, donc du sein, de l'utérus, etc. Dès que ça touche aux hormones, on va éviter de consommer des œstrogènes-like. D'ailleurs, le soja en est un aussi, donc il faut faire attention, on n'en parle pas assez. Le soja, le lait de soja, les yaourts de soja, etc. C'est pas fait pour tout le monde à tous les moments de la vie.
Et d'ailleurs, pendant la croissance, pour les petits garçons par exemple, c'est pas du tout judicieux de leur donner des yaourts de soja, du lait de soja et tout ça. Parce que ça va agir comme des oestrogènes. Donc ça ne va pas les aider dans leur puberté, les pauvres. Ne les bloquez pas là-dedans. Ne leur donnez pas une paire de nichons s'ils n'en ont pas décidé trop tôt. Donc voilà. Par rapport aux règles, la sauge va vraiment réguler les règles. Donc quand vous avez des règles très très irrégulières, que vous ne savez jamais quand ça va commencer, quand ça va finir, ça va aider. Ça va aussi réguler la douleur. Donc pareil en infusion, en décoction. Moi j'aime bien avec la sauge faire ce qu'on appelle les bains aromatiques. Donc soit vous êtes glamour et vous ne craignez pas pour votre conduit et vos canalisations et vous mettez directement la sauge dans votre bain. Ça je trouve ça assez joli et poétique. Soit vous faites une décoction très chargée en sauge, donc vous laissez infuser à peu près, en décoction à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite, vous mettez cette tisane en fait dans votre bain. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire d'ailleurs quand. D'ailleurs, mon copain déteste parce que ça laisse des résidus terribles dans la baignoire, mais je m'en contrefiche. J'adore mettre des fleurs, des plantes, par exemple la camomille dans mon bain. Dès qu'il reste dans la théière, vous savez, des infusions qui sont là depuis des heures, voire des jours en vrai, j'adore le mettre dans mon bain. Je trouve ça très très agréable de se sentir comme dans une grande tasse de thé. Je trouve que ça contribue au bien-être aussi, d'avoir des odeurs et des petites fleurs dans son bain. Donc voilà, la sauge en bain aromatique, ça peut être aussi très très intéressant. Attention à la grossesse et à tout ce qui est hormonal pour la sauge. Ensuite, la camomille. Alors la camomille, donc, je mets dans mon bain comme vous l'avez compris, qu'on connaît parce on est nombreuses à avoir essayé adolescentes de s'éclaircir les cheveux à base de camomille et de citron, et parfois c'était catastrophique. La camomille, pendant les règles, ça peut être très très intéressant parce qu'elle aussi contient beaucoup de flavonoïdes, donc antispasmodiques. Donc voilà, elle est aussi anti-inflammatoire. Et ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs très très intéressant pendant nos règles, évidemment, parce que ça va contribuer l'inflammation à avoir des douleurs, etc. Mais aussi dans notre hygiène de vie du quotidien, essayer de consommer des aliments qui ne soient pas trop inflammatoires et qui soient plutôt anti-inflammatoires. Donc le curcuma, c'est le roi, la camomille, c'est génial, mais de toute façon, en général, une bonne hygiène de vie, donc des produits frais, des produits bruts, pas le moins de produits industrialisés possible, des jus verts, de bonne hydratation, une activité sportive, etc. Évidemment, c'est une évidence. Donc voilà, donc la camomille, anti-inflammatoire, donc elle peut être très très intéressante. Et donc évidemment, on peut la consommer aussi en infusion comme les autres, mais on peut aussi faire quelque chose qui marche très très bien, qui est radical. Donc moi, j'ai jamais essayé, mais j'ai une copine qui ne jure que par ça. C'est de se faire une infusion de camomille assez forte. Et quand l'eau est tiède, mettre une compresse ou un torchon ou une chaussette, enfin ce que vous voulez, un tissu dans votre infusion chaude, tiède, et la mettre sur le bas du ventre. Ça va vraiment aider à arrêter les douleurs, les spasmes, etc. Donc déjà la chaleur, ça va aider. Je vous parlerai tout à l'heure de la bouillotte. Mais aussi la camomille, c'est particulièrement réputé pour ça. Donc vous pouvez mettre une compresse dans votre infusion sur le bas de votre ventre et ça va vraiment soulager les crampes, les spasmes, etc. Donc voilà pour la camomille. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai d'autres petites merveilles. Déjà, on va finir avec les plantes, les herbes. Le fenouil. Donc particulièrement les graines de fenouil qu'on trouve dans les magasins bio, qui sont évidemment délicieuses dans la cuisine, qu'on retrouve beaucoup en médecine traditionnelle indienne, qu'on appelle l'Ayurveda, qui aide pour plein de choses, qui est délicieuse en ripidaf, dans un dal, enfin, ce genre de choses. Et en fait, le fenouil, ça va aussi être très très intéressant parce que c'est aussi un antispasmodique. Ça contient une molécule qui s'appelle la féchone, qui est un sacré antispasmodique. Et en plus, ça contient de la vitamine C, qui est antioxydant. Et de toute façon, la vitamine C, en fait, on devrait, si on n'en consomme pas assez dans notre alimentation, on devrait se supplémenter par des plantes ou des compléments alimentaires, etc., toute notre vie. Les dalles, je vous conseille vraiment de faire des dalles avec les graines de fenouil.
moi, j'utilise aucune autre épice, en fait. Je les fais revenir parce que en Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne, on conseille de faire chauffer. Donc, je fais chauffer dans du ghee, qui est le beurre raffiné. Vous savez, c'est très facile à faire d'ailleurs. Je vous raconte vite fait comment on fait le beurre raffiné parce que c'est quand même très simple à faire. C'est vraiment un truc de grand chef. Et comme vous savez, quand on fait chauffer trop le beurre, il noircit et ça peut être cancérigène, etc. C'est pas bon. Alors que le ghee, c'est non seulement, ce serait très très bon pour la santé, pour plein de choses, mais aussi ça nous permet de garder très longtemps notre beurre, pas besoin de le garder au frais, et de faire en sorte qu'il ne devienne jamais noir, et que, en fait, on ne va pas brûler la protéine de lait puisqu'on va l'enlever. Et c'est très simple. Dans votre casserole, vous mettez votre plaquette de beurre, vous mettez à feu très très doux, et là vous allez écumer, donc idéalement avec un écumoire, vous savez, même les trucs pour prendre les pâtes, les raviolis, ça c'est idéal, ou sinon même une cuillère, ça marche très très bien aussi. On va écumer la petite mousse qu'il y a au-dessus de votre beurre, et ça pendant entre 10 minutes et une demi-heure. On va faire ça toutes les 5 minutes, on va écumer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'écume ni de résidus blancs. Et en fait, on va enlever la caséine, donc la protéine du lait qui se retrouve dans le beurre. Et en fait, on aura cette matière grasse qui est complètement, enfin qu'on pourra complètement chauffer, qui va d'ailleurs donner un goût délicieux, qui va prendre le goût encore plus que le beurre quand il est normal. Et donc, pour ma petite recette de dalle, je mets donc du ghee, donc ce beurre clarifié, que vous pouvez garder dans votre placard pendant 10 ans, il n'y a pas de souci. Beurre clarifié, graines de fenouil, et ensuite je mets des lentilles. Donc je fais d'abord bien chauffer tout ça pour que les goûts prennent, parce qu'en plus, l'avantage évidemment, c'est que les lipides, le gras va absorber le goût et les odeurs. Et ensuite, je mets mes lentilles, je rajoute mon lait de coco, etc., les légumes et tout, et ça marche super bien et c'est vraiment délicieux. Donc voilà pour le fenouil. Petite astuce, si vous avez prévu d'avoir des enfants, d'allaiter un jour, ou justement que vous ne voulez pas du tout allaiter, c'est galactogène. Ça veut dire que ça va aider le lait à se produire. Donc pour les jeunes parents, mamans qui veulent allaiter, c'est très intéressant. Et donc d'ailleurs on les retrouve dans toutes les tisanes pour l'allaitement, graines de fenouil. Elles coûtent en général plus cher, etc. Vous pouvez le faire vous-même, très simple et délicieux. Donc voilà pour les graines de fenouil. Maintenant la vitamine E. Alors la vitamine E, on peut la trouver comme ça en huile. On peut la trouver aussi dans l'alimentation, dans les oléagineux notamment, donc les graines, les noix de pécan, les noix de cajou, les amandes, les noisettes et tout ça. C'est une vitamine qui est liposoluble, donc il faut la consommer à l'état huileux. On peut la trouver aussi dans la levure de bière, dans les graines de chia aussi, graines de chia. Et la vitamine E, c'est aussi la vitamine de la peau. Donc très très intéressant pour garder une peau, éviter d'avoir des rides trop rapidement, à appliquer même directement sur la peau quand on l'a comme ça. Donc voilà, la vitamine E, moi je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Je la trouve plus dans mon alimentation, notamment avec les graines de chia. Mais vous pouvez la trouver comme ça. Et en fait, elle a comme avantage d'être contre la production excessive de prostaglandine. Et la prostaglandine, en fait, c'est ce qui va faire qu'on a des contractions utérines. Donc parfois, il y en a trop et les contractions sont trop fortes. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire aussi qu'on a parfois un transit un peu aléatoire pendant nos règles. C'est que ça donne des spasmes, ça donne des contractions. Et donc voilà, donc grâce à la vitamine E, on va limiter ça et ça va être plus sympa quand même, plus agréable, moins intense. Ensuite, il y a d'autres choses. Est-ce que je vous ai parlé de toutes mes petites plantes? Je crois bien. Ah oui, voilà, ça je vais en venir justement. Je l'ai en huile essentielle, mais aussi en arbuste tout entier, la lavande. Ça va me permettre de vous parler de l'état un peu psycho-émotionnel dans lequel on peut se mettre quand on a nos règles, et d'ailleurs quand on a des crampes ou des contractions en général dans notre vie, donc que ce soit pendant l'accouchement ou quand on a des crampes de sport, etc., c'est de booster la détente.
Donc, la respiration, par exemple, aide énormément quand on a des douleurs. Et donc, pensez juste à s'arrêter, s'asseoir, essayer d'être le plus possible en pleine présence à soi, et respirer et se rendre compte que, enfin, essayer de mettre une intention dans notre respiration et inspirer le bien-être, expirer la douleur, par exemple, ça peut faire un bien fou. Mais le massage aussi, c'est très 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 efficace. Les massages et tous les soins corporels, quand on a mal, et pas besoin d'aller se faire des massages très très chers, on peut tout seul se masser. Donc vraiment pour les règles, le mieux, l'huile que je vous conseille, c'est l'huile d'onagre qui va être super efficace en massage. Et donc on va se masser le bas-ventre. On peut mettre donc de la lavande qui va permettre de calmer, de détendre. C'est très très bien connu, c'est très très connu, la lavande vraie, la lavande fine, que ce soit en infusion ou en huile essentielle. Donc quand on est en huile essentielle, on va la diluer avec l'huile d'onagre. Donc une goutte par exemple dans le creux de votre main avec de l'huile d'onagre. Vous frottez bien, vous réchauffez un petit peu et vous faites un massage en pleine conscience, ça ce serait vraiment l'idéal. Mais aussi l'huile essentielle d'estragon qui est extra grande pour ce moment quand on a nos règles, parce qu'elle est antalgique. Et d'ailleurs, la lavande, elle est contre les spasmes et contre les crampes, elle est vraiment très très efficace. Donc, c'est ce que je vous conseille le plus. Et aussi la bouillotte. Alors, je sais qu'on dirait que c'est un truc de grand-mère, que c'est pas très, ça semble pas sexy et tout ça, mais alors la bouillotte, moi je suis super addict à la bouillotte pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une façon hyper rapide de se réchauffer. Je vous assure que quand on a un petit coup de froid, au lieu d'être mal, une tisane ou une bouillotte, c'est hyper radical. En plus parce qu'il y a un petit côté cocooning et tout ça. Mais surtout parce que ça va soulager le bas-ventre quand on a nos règles. Donc je sais qu'on peut trouver aujourd'hui des bouillottes sèches, donc, vous savez qu'on met dans les micro-ondes, au bureau, ce genre de choses, qui sont faites avec des pépins de cerises par exemple, ce genre de trucs. Mais sinon, vous mettez un peu d'eau chaude dans vos bouillottes, ou même si vous n'en avez pas dans votre gourde ou dans votre bouteille d'eau. Faites attention, si c'est une bouteille en plastique, elle va se rabougrir, donc il ne faut pas trop en mettre. Et de toute façon, vous n'avez plus de bouteille en plastique, évidemment. Hein. mais la bouillotte, c'est vraiment, vraiment excellent contre les crampes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc, quand on a nos règles sur le bas-ventre, et tout le reste du temps, particulièrement quand on a fait des excès, quand on a trop fait la fête, trop bu d'alcool ou ce genre de choses, on peut la mettre directement sur le foie. Donc le foie, je vous rappelle, c'est à droite, en dessous. Donc je ne sais pas si vous voyez à droite ou à gauche, là, mais souvent c'est le contraire. C'est sous les côtes, en fait, à droite. C'est un gros, ça ressemble à un gros foie de veau, voilà. Et vous mettez la bouillotte dessus. C'est excellent dans les périodes de détox, au printemps, etc. Parce que en fait, le foie a besoin de chaleur et comme il travaille énormément, surtout quand il a des hormones à gérer ou de l'alcool ou des excès que vous avez faits, il a besoin de chaleur et ça va vraiment l'aider à faire son travail. Donc par exemple en période de jeûne, parce que moi j'ai co-animé pendant presque 10 ans des stages de jeûne et randonnée, donc dans les périodes de grande détox comme ça, on conseille aux gens de s'endormir tous les soirs avec la bouillotte sur le foie, ça aide vraiment, c'est super efficace. Contre les crampes aussi, que ce soit pendant vos règles ou pendant le reste du temps, mais particulièrement contre les crampes abdominales, il y a évidemment la vitamine E dont je vous ai parlé, mais aussi le magnésium, le potassium, tous ces oligo-éléments ces minéraux qui vont vraiment nous aider à éviter les crampes. Donc le magnésium, vous pouvez le prendre en complément alimentaire ou le retrouver dans l'alimentation avec la vitamine E, avec les graines de chia, et le magnésium et le potassium, et le zinc d'ailleurs aussi, très intéressant, avec les noix du Brésil qui contiennent du silicium et du zinc, et aussi tout ce qui est légumineuse. Donc lentilles, haricots, pois chiches, tout ça. Moi, je suis assez fan des légumineuses. D'ailleurs, puisque je parle de Me, Myself and I, j'ai eu la chance de faire le tour du monde pour une émission de télé sur France 5 sur les secrets de la longévité. Donc, la façon, quel est le mode de vie, l'hygiène de vie des centenaires et des super centenaires, des personnes qui vivent très vieux
et en très bonne santé. Parce qu'évidemment, le but, c'est pas d'être maintenu en vie très vieux, mais c'est de péter la forme jusqu'au bout, quoi. Et dans tous les pays, que ce soit à Okinawa au Japon, en Équateur, au Costa Rica, à Ikaria en Grèce, à Seoulo en Italie, on retrouve toujours une consommation très très fréquente de légumineuses, donc des lentilles, des haricots et tout ça. Et c'est vrai que nous, on n'en consomme pas tant que ça, c'est un peu compliqué, on se dit que c'est compliqué à cuire et tout, donc on n'en consomme pas à fond, alors que c'est excellent, c'est plein de bonnes choses. D'ailleurs, les lentilles, c'est bourré de fer, et comme on l'a dit tout à l'heure, le fer, on le perd aussi dans ces moments, donc c'est intéressant de l'apporter par l'extérieur. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour le fer, pour qu'il soit bien assimilé, a besoin de la vitamine C. Donc encore une fois, la vitamine C. Donc consommer un peu tout le temps des produits qui contiennent de la vitamine C, comme le persil par exemple, et des aliments qui contiennent du fer, comme les lentilles. Et donc moi, les lentilles, je fais cuire 500 grammes en début de semaine, toutes les semaines. J'adore ça, et en fait, ça me dure plutôt 2 jours que la semaine d'ailleurs. Et donc le soir, quand elles sont cuites, elles sont chaudes. On peut mettre, si on consomme de la viande, des lardons ou du tofu fumé, sinon. Le lendemain, on fera une délicieuse salade avec du vinaigre balsamique, du tamari, un peu de jus de citron, une huile de sésame, on aura une salade délicieuse. Le jour d'après, on pourra transformer notre salade en taboulé de lentilles en rajoutant des tomates, des concombres et plein d'herbes aromatiques, etc. On pourra en faire un houmous après, en le mixant avec un peu d'ail et de tahine. En fait, voilà, moi je trouve ça exceptionnel, les légumineuses, déjà par leur consistance, mais par leurs bienfaits évidemment, et par leur goût, parce que j'adore ça, je trouve ça super bon. Donc pensez à ajouter un petit peu de lentilles dans vos vies. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, par rapport au fer, on peut aussi le trouver, les produits qui en contiennent, les aliments qui en contiennent beaucoup, c'est aussi le kiwi. Et la spiruline. La spiruline, vous en avez sûrement entendu parler. C'est cette micro-algue qu'on fabrique d'ailleurs en France maintenant. On peut trouver fraîche, en gélules, en paillettes, un peu sous plein de formes. Elle a plein d'avantages. Elle contient des protéines. Et d'ailleurs, c'est aussi pour un bon équilibre hormonal. C'est important de consommer des protéines, qu'elles soient végétales ou animales, mais de ne pas être carencé en acides aminés essentiels. Donc pour ça, la spiruline est intéressante, aussi parce qu'elle contient beaucoup de fer, et aussi parce qu'elle contient beaucoup de chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est très très intéressant aussi dans ces périodes, parce que elle va aider déjà le fer à être assimilé, mais aussi aider à avoir un système digestif en bonne forme, et donc un foie moins chargé, etc. Pour les autres astuces, si vous avez des règles vraiment douloureuses, questionnez-vous aussi si vous avez tout écumé, que ça n'est pas un problème ou ostéopathique ou d'endométriose, ce genre de choses, sur votre hygiène de vie. Parce que évidemment, quand on consomme trop de produits laitiers, de produits industriels, de café, etc., on va avoir plus de douleurs parce que notre corps, notre métabolisme va être en moins bonne forme, donc on va être moins stimulé. Donc essayez, en tout cas pendant cette période, si vous avez des douleurs, d'arrêter de faire comme je vous disais tout à l'heure, d'en profiter pour que ce soit un moment, un repli un peu sur vous-même. Et attention, je vois ça moi comme quelque chose de très joyeux, hein, pas comme il faut rentrer au couvent, j'ai mes règles, pas du tout. Pour moi, c'est très 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 agréable de se dire c'est un moment pour moi, où je pense à moi, je fais des trucs pour moi, et donc je ne consomme pas d'alcool, de café, de produits industriels, de produits laitiers pendant cette période, mais je vais faire attention, je vais me cuisiner des petits plats, etc., sains. Donc voilà, donc éviter tout ce qui est inflammatoire et consommer plutôt des produits, des aliments anti-inflammatoires. D'ailleurs, les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires sont très très importants pour un bon équilibre hormonal. Et ça, on ne le sait pas assez. Donc soit on peut le consommer en complément alimentaire, on trouve des pilules, enfin des gélules plutôt, parce que c'est souvent de l'huile de poisson. Donc à consommer plutôt le soir parce que les oméga 3 vont mieux travailler pendant la nuit, et aussi parce que ça va vous éviter de faire des rots au goût de poisson toute la journée. Donc si vous les consommez en gélules, je vous conseille plutôt de les prendre le soir.
Et aussi, donc, les oméga-3 sont anti-inflammatoires, vont aider à gérer les hormones et pour un bien-être général cérébral, etc., pour la connexion synaptique et tout. Les oméga-3 sont extra. Évidemment, on les trouve en gélules. Pardon, c'est ma bague, en fait, c'est une boucle d'oreille que j'ai mis en guise de bague et donc ça se casse. Et donc pour les oméga-3, on peut évidemment les trouver aussi dans l'alimentation. Et moi, ce que je préfère faire, parce que moi, j'irai toujours vers le plus simple, je suis une grosse flemmarde. Donc quand je vous donne des conseils, c'est toujours des conseils de super flemmarde, croyez-moi. Donc, dans mes conseils, j'ai toujours dans mon placard, en cas de repas express non préparé pour ma famille, moi toute seule ou des amis, des conserves. Des conserves de poissons. Donc, idéalement, le mieux, c'est les petits poissons gras. Pourquoi on parle toujours de petits poissons gras d'ailleurs? On le sait mal. Mais si on veut qu'ils soient petits, c'est parce que plus ils sont petits, moins ce sont des prédateurs. Et comme on sait, dans l'océan, il y a beaucoup de risques de métaux lourds, etc. Et donc, les petits, bah, ils n'ont pas mangé d'autres poissons et donc ils ne sont pas pleins des métaux lourds des autres. Ils sont tout petits, ils ne bouffent pas grand monde et donc ils ne sont pas chargés en métaux lourds, donc ils sont beaucoup plus intéressants. Donc c'est pour ça que le maquereau, la sardine sont beaucoup plus intéressants par rapport à leur gras que le saumon par exemple, qui est un plus gros poisson. Donc voilà, je les utilise. Alors le foie de morue, j'adore ça, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde sur Terre qui partage mon avis, mais sur une tartine, sur une tartine de pain grillé écrasé avec un jus de citron et un peu de tamaris, c'est trop bon. Ça fait un repas à 3,50 € et vraiment c'est un délice. Et surtout c'est hyper bon pour la santé, bourré d'oméga-3. Donc le foie de morue, le maquereau, les sardines. Si vous les aimez pas comme ça, vous pouvez les faire en rillettes, donc les écraser, mettre de l'huile, du beurre ou du beurre de coco, un peu d'algues et ça vous fait des super rillettes. Sinon dans les salades, moi je trouve que c'est un peu passe-partout et si le goût est trop fort, n'hésitez pas à les mélanger à votre salade de lentilles. Ce sera très très bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais que vous allez parler aussi par rapport aux techniques qui sont très très importantes, enfin, que vous avez déjà parlé avec Ludivine du fait de bouger, de l'importance de bouger dans ces moments-là, et avec Marie de l'écoute de vous-même, donc je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais vous pourrez regarder le replay de Marie qui parle de l'écoute de soi pendant ces moments, qui est très 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 important. Et en fait, moi je trouve qu'on se plaint beaucoup de notre condition de femme, avec l'accouchement, les règles et tout ça, mais moi je trouve que c'est une chance énorme de ressentir. Et quand on ressent, on vit. Et nous, on a la chance de pouvoir être, même si c'est un peu forcé, en connexion avec notre corps, parce qu'on sait que c'est du ressenti, et c'est pas comme si on se cassait le petit doigt, et c'est ah c'est terrible, j'ai mal, combien de temps ça va durer et tout. Là, on sait ce qui se passe, on peut essayer de s'écouter et tout. C'est passionnant, mais bon, ça vous l'avez vu avec Marie, donc je m'étale pas trop sur le sujet. Et maintenant, j'ai reçu quelques questions par rapport à ce live sur les rhananias, les règles et la naturopathie. Donc, je vais y répondre. Donc, une question qui n'avait pas trop de rapport, et pourtant j'ai beaucoup parlé de femmes enceintes, donc peut-être qu'il y en a que ça va ennuyer, je suis désolée d'avance. Mais une des questions, c'était comment manger quand on est enceinte. Alors, idéalement le mieux possible, avec le moins de culpabilité possible, et quitte à choisir, autant manger mal sans culpabiliser. Et d'ailleurs, ça c'est valable quand on est enceinte et tout au long de notre vie. Mais évidemment, favoriser le cru quand on est enceinte, et d'ailleurs quand on a nos règles aussi, ça peut être le cas. Notre flore intestinale est complètement bouleversée, donc consommer du cru, parce que ça va être des prébiotiques, ça va nourrir notre flore intestinale, qui sont toutes ces milliers de petites bactéries qui nous veulent du bien, tant que leur équilibre est pas mal. Et puis, se faire du bien, manger des produits, comme je disais tout à l'heure, le plus brut possible. Donc à partir du moment où il y a une liste d'ingrédients, c'est que c'est pas brut. Cuisinez vous-même, même si c'est très simple, même si vous faites des trucs à la vapeur ou à la poêle, ou ma salade de lentilles. Si vous faites des petits... Moi, je ne passe jamais plus de 5 à 10 minutes de préparation pour mes repas par jour. Et ça pour toute ma famille de 5. Donc ça peut vraiment être rapide de bien manger. Je sais que ça paraît être compliqué parfois, mais en fait on
on peut y arriver si on est stratège. Donc si on fait des grosses quantités pour avoir des restes pour le lendemain, ou qu'on prend des trucs faciles. Déjà, quand on achète bio, on a beaucoup moins de travail parce que déjà les produits ont beaucoup plus de goût, donc on va pas avoir besoin de faire des sauces, des machins, des aromates pas possibles. Et en plus, les légumes, on n'a pas besoin de les éplucher. Donc on les lave, on les brosse et basta. Donc déjà, c'est un gain de temps et un gain sur votre santé. Donc finalement, ça coûte plus cher à l'achat, mais cet argent, vous le retrouverez plus tard quand d'autres payeront des très bons médecins et que vous n'aurez pas du tout besoin de dépenser cet argent et de prévoir ce budget parce que vous l'aurez mis dans vos carottes. Donc voilà pour l'alimentation de la femme enceinte, mais bon, c'est valable pour tout le monde. Après, alors, comment pallier les bouffées de chaleur par rapport à la ménopause? Et ben, les oestrogènes-like, je trouve ça parfait dans ces moments-là. Donc la sauge dont on a parlé tout à l'heure, le safran, le soja, tout ça pour les périodes de ménopause, de périménopause, ça peut être vraiment bien. Ah oui, alors cette question était très sympathique et encore, je vais vous la reformuler parce que elle était carrément cochonne. En gros, comment éviter d'avoir des odeurs dérangeantes dans la clourde? Alors, alors bah pour ça, non mais moi je trouve ça très très bien qu'on parle de tout et sans tabou. Après, j'essaie de ne pas être vulgaire parce que vous l'êtes parfois dans vos messages. Donc pour pas avoir d'odeur, parce que on va pas se mentir, ça nous est tout arrivé, hein, on sait ce que c'est, que tout d'un coup quand ça sent le coquillage et crustacé. Déjà, en fait, quand ça arrive pendant la période de règles, c'est parce qu'en fait notre pH, donc le rapport acido-basique, va changer pendant cette période-là. Donc on peut être un peu plus acide, donc avoir un pH un peu plus bas. Donc consommer des aliments qu'on appelle alcalins. Donc le mieux, c'est tout ce qui est vert. Feuilles vertes, choux, aromates. Quand c'est bien vert, c'est l'idéal. Parce que ça contient plein de chlorophylle. Et la chlorophylle, donc en fait, ça veut dire que la plante a fait sa photosynthèse, transformer la lumière en vert. Déjà, c'est beau. Et ben ça va vraiment alcaliniser. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la spiruline, qui contient aussi de la chlorophylle. Mais la clamate, pour rester dans les algues, la clamate et la chlorella, c'est super. Mais sinon, dans l'alimentation, tout ce qui est très vert, c'est parfait pour ça. Aussi, par rapport à ces petites odeurs-là, attention de ne pas trop vous laver, ou pas assez, mais bon, il vaut mieux pas trop se laver en fait. Et attention à votre savon aussi, de ne pas utiliser n'importe quoi. Si vous avez, parfois ça arrive aussi quand on a consommé des antibiotiques. Donc si vous avez consommé des antibiotiques, vous savez parfois, enfin les remèdes de grand-mère, c'était de se mettre un peu de yaourt dans le vagin. Bah, c'est pas bête du tout, à condition que ce soit pas un yaourt pasteurisé et tout ça, parce que le yaourt contient des probiotiques, donc il va aider la flore vaginale à se refaire, parce que les antibiotiques, bio c'est la vie, donc ça a tué la vie, donc souvent des vilaines bactéries qui nous voulaient du mal, et donc on est content d'être soigné, mais aussi des bonnes bactéries, comme celles qu'on a dans la flore intestinale et dans la flore vaginale. Donc, après avoir pris des antibiotiques, moi je conseille toujours de faire une période d'assainissement. Donc, on nettoie avec de l'argile ou du charbon et de la chlorophylle, et ensuite on réensemence avec des probiotiques. Donc, que ce soit en complément alimentaire ou dans l'alimentation, comme le kéfir, le kombucha, la choucroute, le miso, le natto, tout ce qui est lactofermenté, ça va vraiment, les yaourts. Ça va vraiment nous aider. Ah oui, juste pour finir avec ces odeurs, parce que c'est vrai que quand même c'est un sujet. Il y a certaines choses, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des produits qui ont tellement d'odeurs, enfin des aliments, je dis toujours des produits, mais ce n'est pas du tout des produits, des denrées qui ont tellement d'odeurs qu'on peut transpirer ces odeurs ou les émaner. Donc par exemple, l'ail, l'oignon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois on peut avoir des odeurs quand on a, si ce n'est que cuisiner de l'oignon cru, des odeurs après vaginales d'oignon ou transpirer de l'ail par exemple, enfin, ça peut arriver. Donc pour ça, l'eau de fleur d'oranger, c'est très très intéressant. Vous prenez un verre d'eau de fleur d'oranger le matin et ça va vraiment changer les odeurs vaginales. Et aussi quand c'est vraiment local et fort, vous pouvez vous faire un petit tampon d'argile en fait. Donc vous mettez sur une compresse stérile, vous mettez un peu d'argile. Vous pouvez même faire juste une boule d'argile blanche ou d'argile verte. Et après, vous
pouvez la laisser sécher et la mettre dans votre vagin. Donc évidemment, vous aurez un peu de perte foncée, mais c'est pas grave parce qu'avec vos super culottes, de toute façon, ça ne transpercera pas, vous n'en aurez pas dans votre jean blanc, et puis à la machine, ça partira très bien. Et ça absorbe toutes les odeurs, c'est vraiment extra. De toute façon, moi, l'argile, je la conseille à tire-larigot. Pour moi, ça fait partie des produits miracles qu'il y a dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans ma trousse à pharmacie, il y a partout. Je l'utilise en shampoing sec, j'utilise quand j'ai des reflux, donc particulièrement quand j'étais enceinte, quand j'ai envie de cicatriser, quand j'ai envie de purifier de l'eau, quand les enfants, parce que moi ça ne m'arrive jamais, ont la colique. donc voilà, l'argile c'est extraordinaire et par rapport à ces histoires d'odeur, ça peut être radical. Ensuite, alors voilà, conseil pour le transit compliqué quand on a nos règles. Donc cette question, je l'ai reçue plusieurs fois. Et c'est vrai qu'en fait, avec la prostaglandine dont on parlait tout à l'heure, en fait, parfois on peut avoir la diarrhée enfin des selles beaucoup plus molles quand on a nos règles. Donc c'est tout à fait normal. Moi personnellement, je trouve ça assez jouissif parce que dans une optique de détox, j'ai l'impression que mon corps entier devient tout neuf. Mais c'est vrai que ça peut être assez désagréable. Donc pour ça, l'eau d'argile, dont je viens de vous parler, c'est extraordinaire. Donc, comme c'est lié à une molécule, enfin ça n'est pas... Là je parle de transit trop mou, hein, mais si vous avez des constipations, évidemment ce ne sera pas du tout ça que je conseillerais, ce sera plus du chia, du psyllium et tout. Mais l'eau d'argile, donc comme on sait que c'est lié aux règles, on va faire de l'eau d'argile. Donc dans un verre ou... en tout cas, il ne faut pas que l'argile, ça c'est assez intéressant, il ne faut jamais que l'argile, que ce soit pour vous soigner, faire un cataplasme ou peu importe, il ne faut jamais qu'elle soit en contact avec du plastique ou avec du métal. Donc on va utiliser des cuillères en bois pour préparer votre argile. Et des pots en verre ou enfin pas en plastique quoi. Donc pour l'eau d'argile, je vais mettre, donc par exemple, dans une carafe, 2 cuillères à soupe d'argile, de poudre d'argile, de l'eau, donc idéalement de la bonne eau. Si c'est que de la bonne eau, je veux dire de l'eau filtrée, et si c'est de l'eau du robinet, c'est pas grave, de toute façon l'argile va filtrer aussi. Et ensuite je vais laisser décanter, donc idéalement vous le faites le soir pour le matin, mais bon sinon c'est 2-3 heures à peu près. On laisse décanter et on boit que l'eau qu'il y a au-dessus. Je trouve que le goût est assez agréable, c'est pas du tout désagréable, on n'a pas l'impression de boire du smecta, mais ça va vraiment aider pour ces histoires de transit compliqué. Et si jamais vous avez par contre une grosse tourista, une grosse diarrhée, que vous êtes que vous l'avez attrapé ailleurs ou ici, vous consommez l'eau avec l'argile. Donc là par contre c'est très difficile à boire, mais c'est radical, ça coupe directement. Évidemment, si ça dure plus de 3 jours, par contre, vous consultez tout de suite un médecin, ça peut être dangereux, vous pouvez être déshydraté. Donc voilà, les autres questions. Alors, conseil pour les SOPK, SPOC, le fameux syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça, on a eu beaucoup de questions aussi sur ce sujet parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont les syndromes des ovaires polykystiques ou qui font de l'endométriose, c'est de plus en plus courant. Donc pour ça, je conseillerais plusieurs choses. Déjà, de vous supplémenter en vitamine D. On est très très souvent carencé et ça peut vraiment avoir un impact pour cette gestion hormonale. En zinc aussi, donc soit vous pouvez le prendre en complément alimentaire, soit le trouver dans l'alimentation. On trouve du zinc encore une fois dans les légumineuses et dans les oléagineux. L'hygiène de vie dans les syndromes des ovaires polykystiques peut vraiment vraiment vous soulager. Et aussi la glycémie. En fait, on s'est rendu compte il y a une étude qui a été faite récemment sur le lien entre la glycémie et le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, essayez de réguler votre glycémie. La glycémie, en fait, le lien est fait entre l'hyperinsulinémie, ça veut dire quand on a trop d'insuline dans le sang, et ce syndrome-là. Donc, en fait, ce qui se passe quand on consomme du sucre, c'est que le pancréas va sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est comme une petite clé qui va permettre au sucre de rentrer dans le sang. Donc, pas de problème, j'ai pris du sucre, j'ai mon insuline, l'insuline va aider le sucre, tout va bien. Sauf que quand je consomme trop de sucre, j'ai trop d'insuline qui se balade dans le sang, donc j'ai ce qu'on appelle des pics de glycémie,
Et là, ça peut avoir donc déjà des effets globaux, surtout si c'est à long terme, qui sont négatifs, mais aussi plein d'autres trucs parallèles, et puis éventuellement des diabètes qui s'en suivront parce que le pancréas va être trop fatigué à un moment. Donc, pour réguler sa glycémie, on va faire plusieurs choses. Déjà, évidemment, consommer moins de sucre, mais surtout des moins mauvais sucres. Donc, on évite tous les petits gâteaux trop bons, les produits industriels, tout ce qui est super sucré et tout ça. On évite, franchement, ça sert à rien. Et puis surtout, on est en train de réadapter nos palais. Et d'ailleurs, les industriels ont fait des grands efforts à ce niveau, même dans les biscuits pour les enfants, les céréales et tout ça, c'est moins sucré que à mon époque, quand j'étais jeune. Et heureusement, parce que notre palais se déshabitue. En fait, le sucre raffiné, c'est un tel anesthésiant et c'est tellement addictif que plus on en consomme, plus on en a besoin, etc. Donc, limitez pour rétablir votre goût, votre palais, et vous rendre compte qu'en fait, vous n'en avez pas besoin peut-être d'autant que vous pensez. Aussi, le problème avec trop de sucre, c'est la candidose, le candida albicans. On est il y a beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui en France une candidose, et donc c'est un dérèglement de la flore intestinale, et ça veut dire qu'on nourrit cette espèce de monstre à l'intérieur de nous qui va nous dire donne-moi du sucre, et donc plus on lui en donne, plus on va en avoir besoin, puisque plus il va se développer. Donc, dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, réguler sa glycémie, donc consommer le moins de produits blancs possible. Plus c'est blanc, plus c'est raffiné, plus c'est nettoyé. Et en fait, par exemple, du riz, du blé, du sucre, si on lui enlève, dans le cas du sucre de canne, si on lui enlève toutes ces fibres, donc vous voyez entre du riz complet et du riz blanc, la différence c'est qu'il y en a un qu'on a nettoyé de ses fibres. Mais en fait, les fibres, ça va limiter la glycémie, en fait. Ça va faire en sorte que le sucre pénètre beaucoup plus doucement dans le corps. Donc c'est hyper utile, ça va permettre d'avoir une glycémie stable. Et c'est pareil pour tout. Donc farine blanche, riz blanc, sucre blanc, tout ce qui est trop blanc, ça veut dire que c'est trop nettoyé, ça veut dire qu'on a enlevé trop de fibres et que ça peut faire des pics de glycémie. Donc on va éviter ça. Et puis on va consommer des fruits, le sucre de coco, des sucres complets, du miel, on va pouvoir sucrer avec des dattes ou avec des compotes, etc., en évitant de sucrer avec du sucre blanc qu'on devrait plus avoir dans nos panicards. Voilà, j'ai l'impression que je vous ai bien pris la tête avec tous mes petits conseils. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le compte de Love and Green ou sur le mien, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a beaucoup de chance d'avoir nos règles, on a beaucoup de chance d'être des femmes. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver.